Bonjour et bienvenue dans ce bilan culturel du mois de juin 2025. C'est un peu le bilan de l'arrache. Voilà, moitié de l'année, c'est le chaos. Ce bilan est actuellement filmé le 10 juillet, donc on n'y est pas exactement en termes de timing. Mais en même temps, c'est à l'image de ce mois de juin, qui a été un peu chaotique et en même temps très fast life. Bref, on va continuer, on va y aller, mais franchement, c'était pas glorieux. En juin, je sais plus si j'en parlais déjà le mois dernier, mais en juin, j'ai démarré, ou je ne sais plus, avancé, le Marvel Cinematic Universe. En 2025, je me suis fixé pour objectif de regarder tous les films du Marvel Cinematic Universe. Par contre, les goélands, ça va pas être possible. Tous les films du Marvel Cinematic Universe, il y en a 36, et donc j'ai démarré cette aventure au mois de juin. J'ai vu, donc je la regarde dans l'ordre chronologique de la narration, pas par ordre de sortie. J'ai vu Iron Man 2, Thor, l'incroyable Hulk, le premier Avengers, Thor, le monde des ténèbres. Et là, du coup, mais c'était en juillet, j'ai vu Iron Man 3. Comment dire? Le problème déjà, c'est que ça commence par Iron... Mais pas du tout. Ça commence pas du tout par Iron Man. Non, j'avais regardé Captain America et Captain Marvel en mai. J'en ai peut-être déjà parlé du coup. Oui, j'ai commencé. Donc Captain America, Captain Marvel, Iron Man, blablabla. Le problème, c'est déjà que Iron Man, il est beaucoup trop présent au début de la narration et je peux pas me le voir. Je sais que ça va changer ou pas. Je sais que voilà, je vais être touchée par son destin et ce qui lui attend et tout, mais je peux pas me le voir. Tony Stark, donc franchement relou. Globalement, les dynamiques de genre, c'est chaud de ouf. Après, je me dis là, voilà, c'est quand même beaucoup des films qui sont sortis entre 2009 et 2012-13. Peut-être qu'avec les films sortis plus récemment, ça évolue un peu. Déjà, Captain Marvel, qui est sorti un peu plus tard, mais qui arrive dans le début de la narration, voilà, c'est une héroïne, on n'est pas exactement dans les mêmes dynamiques, mais vraiment le male gaze, la définition même du male gaze, le film de super-héros, le film d'action. Bon, j'ai un peu de mal avec les dynamiques de genre. En fait, moi, ce qui m'agace, c'est cette objectification des personnages féminins, le fait que les personnages féminins sont quasiment que des love interest, etc. Ça a un peu tendance à m'énerver, cette sexualisation des corps des femmes, etc. En fait, si vous ne savez pas écrire les personnages féminins, c'est pas grave. Ça, je le dis tout le temps, mais à ce moment-là, ne faites donc que des personnages masculins. Ça me dérangerait moins que d'avoir des personnages féminins qui servent à rien, qui sont sexualisés, qui sont objectivés, etc. Bref, tout ça pour dire que Marvel Cinematic Universe, en vrai, je suis contente quand même de me lancer dans cette aventure parce que je trouve qu'il y a des choses intéressantes. Hulk, j'ai bien aimé le personnage. Voilà, je trouve qu'il y a des trucs quand même cool et j'ai bon, mi-hâte, mi-flemme de la suite parce qu'il y en a quand même 36, ce qui est énorme. J'ai dû en voir genre 9 là. Voilà, après pour l'instant je suis pas complètement emballée par ce qui est proposé. Après j'ai hâte de voir les Gardiens de la Galaxie qui devraient pas tarder à arriver. Donc on verra bien la suite des aventures Marvel Cinematic Universe, mais je dois dire que va falloir que je mette un peu un coup de turbo si je veux avancer et surtout terminer avant la fin de l'année parce que en vrai si je me déterre je peux finir cet été pendant les vacances quoi. Bon, affaire à suivre. Ensuite en juin, j'ai terminé If I Must Die de Refat Alaher, qui est. Donc Refat Alaher, c'est un écrivain, essayiste, professeur, poète palestinien qui a été tué en décembre 2023 dans une frappe visée de l'armée génocidaire israélienne. Et c'est un recueil posthume qui a été donc publié par ses amis, ses proches, et qui reprend des textes qu'il a écrits entre 2010 et 2023. C'est ça que je trouve extrêmement intéressant. Dedans, on a un mélange de textes, genre d'histoire, de narration, de textes plutôt témoignages de son quotidien, de sa vie de famille, etc. Depuis toutes ces années. On a également de la poésie, on a également des textes qui sont tirés de conférences ou d'interviews qu'il a données. Donc il y a vraiment différents types d'écriture, donc ça c'est assez intéressant, qui nous racontent différentes choses, mais qui nous racontent au bout du compte toujours la même chose, à savoir la Palestine sous l'occupation israélienne depuis toutes ces années. Ce qui est extrêmement intéressant, je le disais, c'est des textes qui démarrent en 2010, et donc on le voit aussi, c'est à la fois terrifiant, mais c'est aussi toute la force du livre pour moi, à quel point en fait cette occupation, ce massacre s'inscrit dans le temps long, 77 ans. Voilà, c'est pas facile comme lecture, mais moi ça a été pour moi extrêmement riche et précieux. Je le disais déjà dans de précédents bilans sur de précédentes lectures. Pour moi, c'est hyper intéressant de lire la Palestine par les Palestiniens et les Palestiniennes. Je trouve que c'est assez précieux de se rappeler que les Palestiniens et les Palestiniennes sont des gens. Et dedans, il y a des artistes, des autoristes. Parce qu'en fait, ce ne sont pas juste des nombres et des morts et mortes.
Voilà, en tout cas je le conseille à quiconque déjà peut lire en anglais, parce qu'il a été publié qu'en anglais, il n'a pas été traduit, mais c'est lui qui a écrit anglais. Qui a écrit en anglais, c'est-à-dire que Refat El Acher, quand il était jeune, il s'est dit, moi je veux apprendre l'anglais, je veux parler anglais, je veux pouvoir enseigner l'anglais, parce que je veux que l'écriture ait une portée plus internationale, plus universelle, que si j'écrivais en arabe. Voilà, une sacrée aventure littéraire, mais une aventure littéraire que je conseille à quiconque. Ensuite, j'ai vu A Normal Family, le film de Botongi Gajok. C'est un film sud-coréen absolument exceptionnel. J'ai adoré. C'est un drame familial, et du coup pendant tout le film on suit un peu les dynamiques de famille. C'est passé un truc grave. Les deux, au centre de ça, c'est deux jeunes gens qui sont cousins-cousines, et leurs deux pères sont frères. Il y en a un qui est un avocat véreux, il y en a un autre qui est un grand chirurgien. J'ai trouvé que c'était exceptionnel. Déjà, j'ai beaucoup aimé l'esthétique, le rythme et l'ambiance, la nappe un peu qui entoure le film, qui est pour moi très caractéristique du cinéma sud-coréen. Je fais trop genre je connais le cinéma sud-coréen, j'ai dû voir 3 films. Et j'ai adoré les dynamiques humaines et sociales en fait qui se jouent entre les personnages. C'est compliqué de trop détailler là-dessus sans trop en dévoiler de l'histoire, mais en tout cas il y a des... Enfin, vraiment je trouve que c'est brillantissime de A à Z, et j'ai adoré ce film, et je trouve ça fou parce qu'il est sorti en 2023 et il ne nous arrive que maintenant. Donc je suis contente qu'il ait fini par nous arriver, parce que vraiment c'était génial. Ensuite, j'ai vu Différentes, le film de Lola Doyon, qui raconte l'histoire d'une femme d'une trentaine d'années qui se découvre diagnostiquée tardivement autiste. Une pépite, un bijou, j'ai adoré. J'ai adoré parce que j'ai trouvé que c'était assez juste sur le traitement de l'autisme. En fait, à la fois, c'est pas genre pathologisant, c'est pas ouin l'autisme, et en même temps, ça ne sous-estime pas non plus l'impact que l'autisme peut avoir dans une vie, les autismes peuvent avoir dans une vie. C'est ça qui est intéressant, c'est qu'il y a vraiment une pluralité d'histoires dans cette histoire, et ça donne à voir évidemment un type d'autisme qui est celui de cette femme, sans pour autant laisser croire que c'est ça être autiste. Je trouve que c'est hyper intéressant parce que c'est un vrai sujet, l'autisme chez les femmes, parce qu'il y a énormément de femmes qui sont diagnostiquées malades dépressives, mises sous antidépresseurs, etc. tout au long de leur vie parce qu'elles vont mal, alors qu'en fait elles sont autistes. Alors ça n'empêche pas d'aller mal, hein, parce que c'est le fait de ne pas savoir ce qui va pas qui fait qu'on va mal, mais c'est hyper intéressant parce qu'en fait les femmes ont une capacité à s'adapter et du coup à cacher le fait qu'elles soient pas complètement exactement comme dans un fonctionnement neurologique similaire aux autres, mais les femmes elles ont une capacité d'adaptation, une capacité de mimétisme qui est beaucoup plus importante que les hommes, donc on le voit beaucoup moins chez les femmes, elles dissimulent beaucoup plus, ce qui fait qu'elles sont beaucoup moins facilement diagnostiquées, et qu'on en arrive à beaucoup de femmes qui entre leurs 25 et leurs 30 ans sont diagnostiquées autistes, alors que toute leur vie on leur a juste dit qu'elles étaient un petit peu différentes, et puis malades dépressives quoi. Donc c'est hyper intéressant, et je trouve que c'est important de mettre ça en lumière. Moi j'avais jamais vu trop de films je crois qui parlaient en fait même de l'autisme, et surtout traités de cette manière. C'est vraiment une histoire où il y a, voilà, il y a beaucoup de personnages forts qui sont des personnages féminins. Ouais, je l'ai trouvé très réussi, et pour autant sans négliger la forme. Alors c'est pas de l'image exceptionnelle, moi c'est parce qu'il m'a le plus frappé dans le film, mais pour autant ça tient vraiment la route de A à Z. La BO est super. Donc franchement pour moi c'est un bijou, un petit bijou de cinéma, parce que c'est un film important par ailleurs dans ce qu'il raconte, et au-delà de ce qu'il raconte, qui est quand même très très réussi et qui tient vraiment très très bien la route. Ensuite, j'ai vu Indomptable, qui est un film de Thomas N'Gijol. J'en attendais beaucoup, je crois. Enfin, beaucoup, je sais pas, mais en tout cas, je pensais vraiment que j'avais beaucoup aimé ce film. Il m'a laissé un peu neutre. Je trouve que c'est intéressant de se déplacer. Ce film nous déplace, ne serait-ce que géographiquement. Ok. Après, j'avoue que je m'attendais peut-être à quelque chose d'un peu plus politique, et en même temps, c'était pas l'objet du film. Mais je sais pas, j'ai pas été entièrement convaincue. Je pense qu'il m'est un peu passé dessus. Et en même temps, je l'ai vu très tard. J'étais fatiguée. Mais en même temps, je l'ai pas vu seule. Et les personnes avec qui je l'ai vu partagent un peu le même avis. Ouais. Ouais, c'est pas... Je suis pas sûre de m'en souvenir à la fin de l'année, en fait. Ce qui est un peu dommage. Voilà, et ensuite, je suis allée à Londres. J'ai visité la National Gallery, que je n'avais pas faite la dernière fois que j'étais allée à Londres. C'est super, il y a de l'art moderne, voilà, il y a des tableaux de Van Gogh qui sont super, moi j'adore l'art moderne donc c'était cool. J'ai visité la cathédrale Saint-Paul, et j'ai pu faire l'ascension dans les différentes tours là, de la cathédrale, et notamment l'ascension jusqu'au bout qui nous fait arriver tout en haut. Je devrais savoir comment ça s'appelle cette chose là,
le petit... Donc la cathédrale, il y a un dôme comme ça, et après il y a un petit touk-touk. Et là, il y a un petit truc circulaire comme ça, il y a une petite terrasse qui fait le tour. Tout en haut de la cathédrale, et je suis montée là, et c'était assez exceptionnel. Déjà, l'ascension, elle est assez éprouvante, mais c'est une expérience en soi. Et c'est pas, je pense que c'est le meilleur rooftop de la ville, quoi. C'est assez cool, c'est vraiment très très chouette. Et j'ai aussi visité l'abbaye de Westminster, qui est en fait un cimetière, quoi. J'ai pas trouvé l'abbaye de Westminster exceptionnelle. La cathédrale Saint-Paul, pourquoi pas, elle était sympa, mais c'est pas non plus les édifices religieux les plus chouettes, exceptionnels que j'ai visités de ma vie. Et voilà, pour ce mois de juin un peu chaotique. J'ai l'impression d'avoir oublié 1 million de choses, et en même temps, c'était tellement bizarre juin que je crois pas que j'ai oublié des trucs. Bref, on se retrouve au mois de juillet, et peut-être qu'on se retrouve... Donc là, je pars à Avignon, faire mon premier festival d'Avignon dans quelques jours, et je ne sais pas trop quel contenu je ferai d'Avignon. Probablement que je ferai un bilan avignonnais en soi, puisque je vais voir pas mal de spectacles, et peut-être que je le séparerai d'un bilan culturel de l'été, où je vais faire peut-être moins de choses. Je ne sais pas encore, ça dépendra de ce qui viendra et de ce que je ferai. En tout cas, on se retrouve au moins pour se parler du Festival d'Avignon, et peut-être pour se parler de l'été en général, fin août.